تعرف ملي كتمشيو الفاكونس سورتو بور المغاربه اللي الجهه الشرقيه اونتر بارونتيز ها وعطنيك تاع لا بيرسون الجهه الشرقيه لا بيرسون سي دو ماروك دوريونتال جو le fais pas exprès mais chaque fois que j'ai un invité il vient du soit d'Oujda soit de Berkane et cette personne il vient de Cap Dolo Kbdana n'est-ce pas سي العوج très juste قبوياوه قبوياوه مسيو محمد العوج مرحبا بك بارك الله فيك grand plaisir de vous recevoir merci beaucoup السلام عليكم الف تحيات سي احمد je sais pas par où commencer parce que j'ai pas mal de dossiers sur vous j'ai une petite enquête sur vous et j'ai certaines surprises pour vous en fait mais pour rappel avant d'entamer les petites surprises malheureusement j'ai pas beaucoup de temps avec vous je le sais très bien mais je vais abréger comme on dit. Mais pour rappel à nos chers téléspectateurs, vous êtes bourgmestre de Koekelberg, vous êtes aussi chef de groupe PS à la Chambre de représentants et aussi vous êtes vice-président du Parti social de Bruxelles. Oui, tout à fait. Ça fait beaucoup de tâches, beaucoup de missions. Ça fait beaucoup de travail. Ça fait beaucoup de travail. À gérer il faut s'organiser. Donc, je consacre 2 jours par semaine, vraiment uniquement le Parlement, plus le jeudi après-midi et en soirée. Mais tout le reste, c'est la commune. Mais en ce compris, le week-end, donc samedi, dimanche, c'est aussi pour la commune. Donc je dirais, j'ai 4 jours pour la commune, 3 jours pour le Parlement, et avec ça, normalement, je m'en sors. Ah ben, c'est très bien. C'est Ahmed, comment dirais-je, vous êtes, d'origine, vous êtes issu d'une famille originaire de Rif. Comme je vous ai dit, région de Kbdana, Cap Dolo, pour être bien précis, et vous êtes aussi un 5e d'une fratrie de 6 enfants, machallah. Tout à fait. Et en fait, je vais vous montrer une petite photo, je crois que ça va vous faire plaisir. Ah là là, ouais. Je sais bien, je m'excuse. Oui, non, tout à fait. En fait, les émotions ici seront d'une courbe sinusoïdale. Il y a des hauts et des bas, je m'excuse. Mais bon, Allah yarhamha. Mais c'est une photo qui a été prise en 1970. C'est de la première maison que mes parents louaient. Et on voit le Walid et le Walida, mon père, ma mère et moi sur les Là, vous n'avez pas changé de tête. Hein. Je n'ai pas changé de tête. J'étais déjà mignon à l'époque, c'est ça que vous voulez dire. J'aime bien cette rhétorique. Ça fait plaisir. Vous êtes toujours beau gosse jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vois que, sincèrement, lorsque j'ai fait une analyse à cette photo, votre maman, c'est une femme de foyer. Oui, elle a éduqué 6 enfants. Donc, mon père travaillait au charbonnage. On ne le voyait pas beaucoup, il travaillait la nuit. Et elle s'occupait de nous. C'était déjà une petite maison ouvrière. Vous savez, dans ces maisons-là... Justement, vous me parlez d'une maison ouvrière, mais je vois que votre maman, machallah, est d'une élégance très marquante. Oui, donc elle est arrivée en 69 ici en Belgique. Elle vient du Rif? Oui, Kbdana. Ils sont tous de Kbdana. Même si assez tôt, donc mon père a acheté une petite maison à Berkane. Donc début des années 70, il a acheté une maison à Berkane. Pour ceux qui connaissent Berkane, le quartier de Tahtaha, le Garaba. Berkane, c'est pas mal près de Sédia pour ceux qui veulent. C'est l'oriental. D'ailleurs, je leur conseille de visiter la région. C'est une très belle région. Bon, il y a Cap Dolo, c'est vrai. Mais il y a Tafourel aussi. Ah, c'est ma ville d'origine. Je suis originaire de Tafourel. De Tafourel, c'est magnifique. Il faut vraiment aller visiter Tafourel. Le Jbel Beniznassin, d'ailleurs, qui est très beau. Et alors le mont... Ah oui, je le savais, je le savais bien. Mais vous savez, pendant tout un temps, l'équipe d'Anel et Beniznassin, un peu mais ça va mieux. On s'entend très bien. Ça va mieux. Il y avait le Wad Mloulouya qui les séparait. Non, c'est très bien. Donc c'est Poisson qui nous sépare. Et nous réunit au restaurant. Mais justement, là où ils se sont rencontrés, c'est à Berkane. Parce que ce que les gens ignorent, c'est que Berkane, c'est d'abord peuplé par les gens de Beniznassin, ça c'est vrai, mais aussi de plus en plus par les gens de Kbdana. Et donc c'est vrai que c'est là que ça a été un point de rencontre entre les... Absolument. Ces 2 grandes tribus de l'oriental marocain. Oui, je vois que, machallah, vous êtes toujours, vous êtes votre 31, comme on dit, machallah, vous êtes toujours élégant. Est-ce que c'est un héritage de vos parents? Vous voyez votre papa, machallah, toujours sa cravate, votre maman toujours élégante? Oui, alors non, je fais attention, mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui est dans la mode, etc. Non, je ne parle pas de la mode, mais vous êtes toujours, machallah. Oui, j'essaie, mais je trouve que c'est aussi du respect pour les gens que je reçois à la commune ou au Parlement. C'est pas une éducation des parents? Oui, mais alors ça justement, parce que nos parents, comme tous les parents d'ailleurs, notamment de cette génération-là, on nous apprenait quand même à prendre soin de nous, à être toujours très propre. Par exemple, mon père
père, il ne supportait pas qu'on ne soit pas lavé le matin, etc. Non, non. Et non, c'était très important pour eux et ça a toujours été des gens très attentifs à ça. Ouais, à savoir le chapeau de Popeye. Le chapeau de... Vous avez sorti tous les dossiers secrets, là. C'est ce que je voulais dire. Oui. Donc là, j'étais un petit peu plus âgé, à mon avis, 2 ans ou 3 ans quand j'étais jeune. Voilà, et là, vous avez fait un bon travail de recherche. Hein. Eh ben oui, on a fait une investigation. Là, bravo, allez, bravo. Allez, ce chapeau, il est vraiment magnifique, qui reflète, c'est un chapeau de marin. C'est un chapeau de marin, mais quelle est l'histoire de ce chapeau? Je ne m'en souviens pas. Justement, je veux bien savoir. Mais, parce que bon, c'est un âge, je ne me souviens pas vraiment de l'époque. Mais donc là, à mon avis, c'est ma grande sœur Fatiha qui a dû faire la photo. Parce que c'est celle qui avait l'appareil photo à la maison. D'ailleurs, tous les albums familiaux sont chez elle. Vous avez l'appareil lorsqu'on clique, il sort direct. Oui, non, c'était pas un Polaroid, hein, c'était encore les vieux appareils Kodak. Ah, Kodak. Les vieux appareils Kodak, là, je crois que je sais pas si ça existe encore d'ailleurs. Ça n'existe plus, hein. Non. C'est vous le spécialiste, Zahma. Non. Je suis une nouvelle génération numérique. Ah bon, voilà. Mais bon. Et non, c'est des beaux souvenirs, hein. C'est toute l'enfance là-bas, magnifique. Hein. Ah ben voilà. Ouais. Et apparemment, vous étiez toujours entouré dans votre monde, vous parlez avec les animaux, avec les brebis, avec les chèvres, avec... Alors ça, c'est à la campagne. Voilà. Là, c'est à Kibdana. C'est à Kibdana. On reconnaît directement la construction. Absolument. Et ça, c'est la maison de mon oncle Ben Issa. Ah. Et juste à côté, il y avait la maison de mon grand-père, voilà, Jdé Mohand. Et c'est là que sont nés d'ailleurs certains de mes frères et sœurs. Ils sont nés dans cette... Moi, je suis né ici, mais eux, ils sont nés dans cette maison-là. Là, on est vraiment à la campagne. Hein. D'accord. Ouais, c'est de l'élevage de moutons. Et c'est l'un de vos oncles. Ah, voilà. Voilà, donc là, il y a mon père. Donc, alors, je ne sais pas pour les auditeurs. C'est le plus grand. C'est celui de taille. C'est le plus grand, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Ça, c'est mon père. Ouais. À côté, Amir Rabah, donc le frère de mon père. À côté, Amir Amar, qui est à nouveau le frère de mon père. Et là, c'est Khalid Mohand, qui est le père de ma mère. Voilà, c'est le beau-père de votre père. C'est le beau-frère de mon père. Ah, c'est le beau-frère. Oui, tout à fait. Ils sont venus tous ensemble. Ils sont partis tous ensemble. Amir Ahmad, il est en Allemagne. Ah, d'accord. Les 3 autres, ils sont venus en Belgique. Ah, d'accord. Et donc ça, c'est une photo qui a été faite à Berkane. Quel est votre sentiment en regardant ça? Je suis ému. Et d'habitude, même parfois, je coule une larme. Je m'excuse. Je dis la vérité. Mais lorsque j'ai parcouru votre Facebook, je vois que vous êtes quelqu'un de très nostalgique. Oui. Ils se sont sacrifiés pour nous. Ah, oui, justement. Je vais venir, vous inquiétez pas, parce que là, je sais bien si cette photo revient à vous. Alors ça, c'était vous êtes où, là? Au milieu. Vous êtes au milieu. Moi, j'avais cru que vous étiez cette personne, mais je me suis dit... lui c'est un copain italien, Eric Paternoster. C'est pour ça qu'il fait le signal il fait de le signal au garçon qui s'appelait André Martin. Ouais. Voilà. Puis les autres, Christophe Léonet. Et vous étiez au milieu. Et Michel Marsoul. Moi, je suis au milieu. Là, c'était Réto. Donc, dernière année, 6e secondaire, c'est le voyage de fin d'année. On était à Benidorm. Et je vois que vous êtes au centre. Est-ce que cela veut dire que M. Ahmed avait l'esprit de... Déjà un peu le chef de bande. Le chef de bande, justement. Est-ce que c'est le cas? C'est des bons souvenirs. C'est notre jeunesse. C'est une jeunesse vraiment très sympathique. Mais où est-ce que vous avez eu toutes ces photos? Je ne vends jamais mes amis. Non, mais je balance jamais mes amis. Parce que cette photo-là, je l'ai jamais publiée. Hein, donc, franchement, bravo. Hein, alors là... La période des études, Ahmed, comment ça a été? Est-ce que les parents, ils étaient toujours derrière vous, qu'il faut vraiment étudier, persévérer en scolarité? Les Walidènes, malheureusement, pour eux, ils ne parlaient pas le français, donc ils ne nous aidaient pas beaucoup. J'avais quand même 2 grands frères qui étaient quand même déjà aux études, ils étaient plus âgés que moi. Bon, on a été aidés par des instituteurs qui avaient envie de nous aider, etc. Il y en a qui restaient plus tard à l'école pour nous aider à faire les devoirs. Et puis après, les études primaires, secondaires, là, on devient un peu plus autonome. Puis après l'université, je me suis drivé tout seul, comme on dit, petit à petit. Mais attention, hein, c'est un message que j'adresse aux parents. Quand j'étais à l'école primaire, j'étais un enfant quand même qui n'était pas très rapide, j'étais un peu lent. J'avançais à mon rythme. Ah, d'accord. Puis secondaire, ça allait un petit peu mieux. Après, j'ai trouvé mon rythme. Vous étiez un peu inquiétant par rapport aux études. Oui, je n'étais pas un élève exceptionnel. Mais voilà, j'étais sérieux quand même. C'est pour ça que je dis aux parents, ne vous inquiétez pas.
quand vous avez l'impression que vos enfants ils n'apprennent pas rapidement, qu'ils comprennent moins vite, tous les enfants ne vont pas au même rythme. Il y a des enfants très rapides tout de suite et puis d'autres enfants qui prennent le temps d'apprendre. Donc il faut jamais se tracasser. Son enfant, faire confiance à l'enfant, qu'il ait confiance en lui-même, c'est très important. Et même si on le voit un petit peu isolé... Il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Le dialogue, c'est vraiment très important. Donc il faut être à l'écoute de ses enfants. À l'écoute des enfants. Et ils ont besoin de reconnaissance et d'affection, voilà, quand ils voient dans le regard de leur papa ou de leur maman qu'ils ont confiance en eux, mais l'enfant va avoir confiance en lui. Très important. D'accord. Est-ce que, Sermed, pendant votre adolescence, que vous étiez une personne qui aime bien participer, partager, qui aime bien participer à des événements? Oui. Alors, pour dire la vérité, je me suis fortement impliqué dans le monde associatif un peu tard. Pendant mes études, j'étais quand même assez sérieux, donc je me concentrais sur mes études. On va revenir sur la période des études universitaires. J'avais un peu peur de rater, donc je me concentrais. J'étais dans une association qui s'appelait l'Association internationale des étudiants. Et puis après, c'est venu plus tard. J'ai commencé à travailler, puis j'ai fait de la politique, et là, j'ai commencé à être dans des associations. Je mettais dans un centre culturel. Donc là, oui. Non, moi j'aime bien le monde associatif, mais ça prend du temps. Le bénévolat, ça prend du temps. Mais qui parle de ce genre d'association concernant... Pardon. En parlant de ces associations, quand vous étiez, comment dirais-je, impliqué ou bien intégré, qui parle de ce genre d'association, parle de droits, protéger les droits des étudiants, les soutenir, les encadrer. J'ai fait du bénévolat en soutien scolaire, donc là je m'occupais des tout-petits, voilà. Mais sinon, j'étais dans une association qui a cherché à commémorer les 40 ans de l'immigration marocaine d'abord, puis les 50 ans de l'immigration marocaine, dans une association qui a créé un centre culturel aussi, ça c'était très bien. Et pour le reste, je n'ai jamais été actif dans une association, je dirais, d'aide aux plus démunis, etc. Mais j'ai toujours été un sympathisant. On a toujours pu compter sur moi. Parce que c'est important. Moi, je n'oublie pas d'où je viens. D'accord. On vous connaît, vous gardez toujours les pieds sur terre. Et toujours, Et ça, c'est mon père et ma mère qui m'ont toujours appris. Je rappelle toujours une anecdote. Ma mère, elle faisait le pain, etc. Et puis après, elle m'envoyait. Il y en avait des voisins qui étaient pauvres, même des hommes comme ça qui vivaient seuls, etc. Elle m'envoyait leur apporter du pain. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Le partage. Le partage, oui. Et je frappais, ils sortaient, c'est des gens dans des difficultés. Et non, c'était une période exceptionnelle. On a appris la générosité de nos parents. Vous n'étiez pas un enfant méchant, terrible Non, qui a apporté beaucoup de problèmes. Comme tous les enfants, j'ai eu mes petites crises, mais voilà, pas trop. Ça va, ça passe. La période universitaire, pourquoi le choix des facultés de droit? Alors, là, j'ai une explication, mais vraiment très directe. En fait, dans le quartier, beaucoup de pères, ils ne comprenaient pas le français. Et donc, ils venaient chez nous à la maison pour qu'on leur remplisse les papiers. Déjà, d'ailleurs, à l'époque, les papiers des impôts, les bourses d'études pour les enfants, les contributions, les maladies professionnelles, etc. Donc, ils venaient et on leur remplissait. Et moi, je remplissais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer le droit, donc les règles, parce que je ne me contentais pas de remplir les papiers, j'essayais de comprendre ce qu'il y avait. Pourquoi cet article? Pourquoi et alors les messieurs disaient, mais qu'est-ce qu'on veut? Je ne comprends pas. Et donc j'expliquais. Et donc je crois que le goût pour le droit m'est venu de là. Et donc dès que j'ai terminé mes études secondaires, je savais que j'allais faire le droit. Et comment ça a été cette période de faculté? Et pourquoi vous avez fait le droit de spécialisation en droit économique et fiscal? Alors quand je suis arrivé à l'université, je ne connaissais personne. Je me dis, oh là là, est-ce que c'est vraiment fait pour moi ça? Il y avait 500 personnes dans l'auditoire à Liège. Je me suis mis dans le fond de l'auditoire, j'observais, j'écoutais. Il y avait des gens là qui se connaissaient entre eux, un peu la bourgeoisie, il faut le dire. Bon. Pas beaucoup de gens d'origine immigrée, certainement pas marocaine. Un peu plus tard, j'en ai rencontré. Et là, mon obsession, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était il fallait que je réussisse. J'avais la bourse d'études. C'était le défi. Et je savais que si je ne réussissais pas, je perdais la bourse d'études. Et donc, je travaillais. C'était cette raison, pour cette raison. Pour cette raison, il fallait que je réussisse. Et alors, voilà, j'étais un élève très studieux. Et puis, petit à petit, je me suis fait des amis, des copains, des condisciples. Mais c'est vite passé. Et puis alors après, pourquoi est-ce que j'ai fait une spécialisation en droit économique et fiscal? Parce que je me suis dit, tiens, c'est bien, on a une formation générale en droit, mais c'est tellement vaste qu'il faut se spécialiser. Et le droit fiscal m'a beaucoup plu, pour différentes raisons. Et donc j'ai fait une spécialisation dans le droit fiscal, ce qui m'a permis après de passer le concours au ministère des Finances et puis de devenir conseiller politique. Justement, parce que vous étiez diplômé en licence de cette spécialisation, et directement vous avez commencé le monde d'emploi en 1993.
Absolument, 93. J'avais pas encore terminé mes études, que j'avais déjà fait le concours pour le ministère des Finances. D'accord. Et quand j'ai terminé mes études, je suis rentré directement au ministère des Finances, où j'ai travaillé quand même de 93 à 2000. 2000, 7 ans cette année. De carrière. Et puis alors après, Elio Di Rupo, qui était président du PS à l'époque, cherchait je viens, donc c'est ça le choix que je veux venir. Voilà, je m'excuse de vous interrompre. Non, en fait, vous êtes une personne qui connaît bien le langage des chiffres. Ouais. Et là, votre compétence, que vous ont proposé d'intégrer un tel parti politique pour les aider, comment gérer les finances d'un gouvernement, ou bien c'est un choix personnel, je dis bon, c'est le moment, j'aimerais bien changer les choses, et j'aimerais bien m'engager dans un parti politique. J'ai pris ma carte au PS en 2000. Bon, pourquoi ce choix? J'avais déjà pris ma carte au syndicat socialiste en 95, mais 2000. Parce que moi, j'ai toujours été socialiste. Parce que quand j'ai vu mon père avoir tous ces accidents de travail dans le charbonnage, j'ai vu ce que le Parti socialiste avait apporté pour défendre les travailleurs, protéger les travailleurs et leurs familles. J'ai toujours vu ça. Et surtout, là où j'ai grandi, il y avait une solidarité entre les gens exceptionnelle. Parce qu'on croit que tout est arrivé comme ça par hasard. Les gens croient que quand on va à l'hôpital et qu'on se fait soigner, qu'on est remboursé par la mutuelle, les gens croient que c'est normal. C'est pas normal du tout. Il y a des gens qui se sont battus pour avoir ça. Il y a une époque où les enfants travaillaient. On les envoyait même en usine, dans les charbonnages. Il y a un parti qui s'est battu pour qu'on arrête tout ça. L'éducation, l'enseignement obligatoire gratuit dans les écoles, ça aussi était, je dirais, une grande bataille. Le droit de vote pour tout le monde. Et moi, comme je venais d'un milieu ouvrier, puisque mon père travaillait dans les charbonnages, et que dans tout le quartier, c'était que ça. J'ai travaillé dans le charbonnage, dans la construction, dans la sidérurgie. J'ai grandi dans cet esprit-là, et je n'oublie pas d'où je viens. Donc moi, ce qu'on m'a donné, je veux aussi le rendre dans mes combats politiques. D'où cette visite? Le visite au charbonnage de Blény, donc c'est là où mon père travaillait. D'accord. Donc c'était quoi le message? Alors là, c'est une visite. Là, on descend à moins. C'est déjà tôt, en 1995. 1995. Donc c'était en plein période de votre embauche. Exactement. J'étais encore commissaire des finances à l'époque, donc je travaillais. Et là, on descend à moins 50 mètres. Donc c'est un charbonnage, une mine qu'on visite. Mais mon père, il descendait à moins 700 mètres. 700 mètres. Wow. Donc il faut s'imaginer, on est vraiment dans le... Ah ouais. Il ne faut même pas imaginer, en fait, le fait qu'il descend à 700 mètres, est-ce que votre maman, elle était consciente des dangers de travail de votre papa? Oui, parce qu'elle l'accompagnait, moi j'étais petit, certainement, elle l'accompagnait dans tous ces accidents. Et moi j'ai le souvenir au moins de 2 accidents, mais je sais qu'il y en a eu plus. Donc il y a une fois où il s'est fait amputer le doigt. Il y a une fois où il y a une berline. Les berlines, c'est quoi? C'est les chariots dans lesquels il mettait le charbon. Il y a une berline qui l'a heurté au niveau de la jambe. Là, il est resté immobilisé pendant 6 mois. Et là, je m'en souviens parce que ma mère m'emmenait le voir à l'hôpital. Et alors, surtout, ça, c'est une image... Bon, vous savez, la pudeur qu'ont nos parents, mais une fois, il m'est arrivé de voir le dos de mon père. Il faisait ses ablutions. Et alors, en fait, dans son dos, il y avait comme ça des lignes. Parce qu'au fond, chaque fois qu'ils étaient blessés avec des griffes dans le dos, il y a le charbon qui s'introduisait. Si bien qu'il y avait des griffes, lignes noires, comme des lignes noires, bleu sombre, presque noir. Voilà. Et il en avait partout. Et un jour aussi, j'ai vu mon père, j'ai vu sa jambe, et là, ils lui ont pris de la peau ici derrière pour rafistoler sa jambe, greffer ça. C'est là où j'ai vu que le travail peut tuer, le travail peut abîmer. Et encore aujourd'hui, on regarde des ouvriers de la construction, on regarde des ouvriers qui font des métiers pénibles, le travail abîme. Et ça, je crois qu'il ne faut jamais le perdre de vue. Voilà. Est-ce qu'on est en 2024, M. Lewis, on parle toujours de l'intégration? Est-ce que c'est normal? Pour moi, l'intégration, elle se fait. Voilà. Donc je veux dire, écoutez, moi, on en est à la 4e génération. Moi, justement, j'ai une fille. Bon. Donc, autrement dit, je pense que la question qui se pose, c'est la question des inégalités. Alors, bien sûr qu'il y a encore des gens qui arrivent. Je parle, par exemple... Et bien entendu qu'on doit les aider à pouvoir s'insérer dans la société en apprenant la langue, en faisant en sorte qu'ils puissent trouver un emploi, qu'ils soient respectés dans leur dignité. Tout ça, c'est important. Mais je vois bien que quand certains utilisent certaines expressions échec de l'intégration, ce qu'ils ne supportent pas en réalité, c'est la diversité. La multiculturalité. Exactement, ils voudraient que tout le monde soit comme eux. Mais c'est pas ça, on vit dans un pays démocratique. Justement, et les gens ont le droit d'être ce qu'ils souhaitent. Justement, en fait, vous avez évoqué la 4e génération, et c'est la question que je veux vous poser, c'est la suivante. En fait, est-ce que, M. Ahmed Lewis, je n'aime pas le mot ou bien l'étiquette d'enfant issu de l'immigration sur la 4e génération?
On n'en est plus là, hein. Donc voilà. On a Parce que je vois que vous avez vu un jour. Oui, bien sûr. Vous avez dit je n'aime pas cette. Alors, cette issue de étiquette. l'immigration, c'est une notion qui est utilisée par les sociologues, mais pour définir peut-être la première et deuxième génération. Quand on en est maintenant des arrière-petits-enfants de gens qui sont nés dans les années 60, on a affaire à des gens qui sont en Belgique et qui sont belges. Voilà. Alors, s'ils décident de garder leur nationalité aussi d'origine, c'est leur droit. Ce sont des enfants de la Belgique. C'est son droit. Et d'avoir des liens culturels, humains, affectifs avec leur pays d'origine, ou le pays d'origine de leurs grands-parents, c'est leur droit le plus fondamental. Mais ces jeunes, ils ont grandi dans nos quartiers, ils sont aussi belges que tous les autres. Et je pense que la Belgique se grandit en les reconnaissant comme tels. Et fort heureusement, c'est le cas. Moi, je vois les signaux qui sont envoyés régulièrement au plus haut niveau de l'État pour dire « vous êtes tous nos concitoyens ». Et donc pour faire en sorte cette société qui est en effet multiculturelle, qui est diverse et qui fait la Belgique d'aujourd'hui. La Belgique est un pays d'accueil et qui reconnaît pas mal de religions aussi. Bon, l'islam il est reconnu en Belgique, je crois, en 1974. Et qui dit une religion, qui dit des rituels. Pourquoi il y a toujours une polémique autour de l'abattage rituel? En fait, la question qui se pose... C'est une bonne question. Justement, ouais. La question qui se pose, quel est le mieux pour le bien-être animal? Est-ce que c'est l'abattage rituel ou l'électronarcose, à savoir l'étourdissement? Est-ce qu'il y avait, en tant que politique, il y avait des pourparlers avec des scientifiques? Est-ce que vous avez effectué des expériences scientifiques concluantes qui ont désigné lequel est le mieux pour le bien-être animal? Il y a eu des auditions au Parlement où certains sont venus expliquer qu'effectivement, aucune technique ne garantissait l'absence de souffrance. Donc, l'objectif qui doit être poursuivi, c'est la réduction de la souffrance, mais même l'électronarcose pouvait provoquer des souffrances. Non, ce qui est en jeu ici, au-delà du débat sur le bien-être animal, c'est l'utilisation, l'instrumentalisation de ce dossier à des fins politiques. Ceux qui mettent ça à l'agenda, dire on va interdire les abattages rituels, musulmans et juifs. Les juifs, bien sûr, je ne parle pas du musulman, moi je parle d'abattage rituel dans sa globalité. C'est parce qu'évidemment, ils veulent pouvoir avec ça séduire une partie de l'électorat au détriment d'une autre. Autrement dit, une partie de la population au détriment d'une autre. Et toujours en pointant du doigt, sous couvert du bien-être animal. Ouais. Parce que l'hypocrisie, moi je le dis franchement, c'est la chasse par exemple. On n'en parle jamais. La chasse, que je sache, quand quelqu'un tire un gibier, il ne le tue pas toujours du premier coup. Hein. Bah non, il est parfois obligé de tirer plusieurs fois ou de l'achever. Ça veut dire qu'il y a une souffrance animale. Aussi. Et là, comme par hasard, on n'en parle pas. Il y a même des études américaines aujourd'hui qui montrent que la pêche à la ligne, quand un poisson est hameçonné, eh bien, il est en souffrance. Qui a à l'esprit d'interdire la pêche? Personne n'osera interdire la pêche, parce que je peux vous dire que le lobby des pêcheurs, il est particulièrement mobilisé. Donc il y a une hypocrisie, donc on tape toujours sur les mêmes, et ça ne me va pas. D'autant plus que c'est une liberté. C'est une liberté qui est inscrite dans la Constitution, qui est la liberté de culte, et qui doit pouvoir se combiner avec le bien-être animal. Et ce que disent les textes européens, les directives européennes, c'est que les États ont le choix d'autoriser ou d'interdire. Et même plus que ça, il y a une dérogation explicitement prévue pour les abattages rituels. Donc les États peuvent faire le choix de maintenir cette dérogation. D'ailleurs, la plupart des États maintiennent cette dérogation. Mais en Belgique, il s'est trouvé des gens pour dire, mais grâce à ça, on va pouvoir faire un certain beurre électoral. Et c'est contrairement à ce qu'ils racontent par rapport à ceux qui, au contraire, disent qu'il faut pouvoir être équilibré dans nos approches et pouvoir trouver une bonne combinaison entre le respect de la liberté de culte et d'un autre côté, eh bien, le bien-être animal. Donc nous, clairement, nous nous sommes positionnés, nous sommes contre l'interdiction de l'abattage rituel. D'accord. Est-ce que, pour résumer, est-ce qu'on peut dire que l'abattage rituel, que ce soit pour les juifs ou bien la communauté musulmane, c'est une pratique qui revient de droit? C'est ce que nous disons, c'est une liberté fondamentale. La liberté de culte implique la liberté de pratiquer son culte et nous pensons qu'il est possible d'améliorer les conditions d'élevage, d'exploitation, d'acheminement des animaux, mais aussi d'abattage, tout en respectant les rituels tels qu'ils sont prescrits par certaines traditions. Il est possible de combiner les deux. Et donc, la manière dont les choses sont à amener ne nous convient vraiment pas. Et donc, je le redis, nous sommes contre l'interdiction de l'abattage rituel. Est-ce que votre idéologie, je reviens sur la droite ou sur la gauche, est-ce que vous ne trouvez pas une sorte d'ambiguïté entre les deux choix? Il n'y a pas des points, comment dirais-je, des points communs?
Alors, ceux qui disent... Vous n'avez pas pris un petit peu de tout? Ceux qui disent je ne suis ni de droite ni de gauche, en général, ils sont à droite. Hein. Vous avez déjà remarqué ça? Justement, c'est pour... Non, mais alors, on peut se retrouver sur certaines valeurs, mais je pense par exemple, au moins, par exemple, notre démocratie, de dire qu'il faut avoir des élections libres, que tout le monde doit pouvoir voter. Bon, voilà, c'est une bonne base, on peut construire là-dessus. Mais on voit très rapidement après qu'il y a des différences. Et là, évidemment, ça ne va pas. C'est la question, est-ce que vous êtes ambigu? Est-ce que je suis ambigu? Ouais. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Maintenant, est-ce que je dis toujours ce que je pense? Vous savez, parfois, notamment pour ne pas blesser quelqu'un, on préfère garder pour soi certaines choses. Donc il m'arrive parfois de garder le silence, mais il vaut mieux... Parce qu'une fois qu'une parole est sortie, elle est sortie, on ne sait plus la faire revenir. C'est comme le dentifrice. Oh, justement. Vous voyez, le dentifrice qu'on sort, c'est pas le remettre à l'intérieur. Non, jamais. Et donc Voilà, exactement. Voilà. Donc le hikma, la sagesse, c'est, je pense, toujours de bien réfléchir à ce qu'on dit. Et surtout, attention à l'énervement. Mais ça ne vaut pas qu'en politique. Hein. Ça peut valoir aussi dans la vie privée, en famille, avec les enfants, avec madame. Toujours. C'est-à-dire, quand on est énervé, c'est le moment où il faut garder le silence. Parce que sinon, parfois, c'est trop tard. C'est ce qu'il dit mon père toujours, lorsque tu t'énerves, mords ta langue. Voilà, exactement. Il faut bien la saisir. C'est un très bon conseil. Êtes-vous conservateur? Alors non, parce que le conservatisme, ça veut dire c'est le contraire du progrès. Ça veut dire tout va bien, il n'y a rien qui doit changer. C'est ça être conservateur. Donc moi, sur les questions sociales, sur les questions économiques, de justice fiscale, de justice en général, je suis pour le progrès. Les conservateurs, eux, ils veulent que rien ne bouge. Et ça, évidemment, ça ne va pas. Êtes-vous autoritaire? Alors, j'ai des responsabilités. Je suis bourgmestre, je suis chef de groupe, je suis président de mon parti à Bruxelles. Donc, il y a des moments où je dois donner des injonctions. Mais être autoritaire, ça ne veut pas être autoritariste. C'est pas la même chose. Monsieur. Donc, autoritaire, c'est exercer son autorité, de dire à un moment donné, bon voilà, écoute, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça, toi tu ne peux pas faire ça. Ça fait partie de mon job. C'est bien, un bon maestro qui fait une bonne... Voilà, mais l'autoritarisme, c'est mettre de l'autorité partout. Et ne fonctionner que par autorité. Non, on peut convaincre, on peut discuter, on peut parler. Par exemple, tiens, ne penses-tu pas qu'il serait préférable de faire comme ça? Ça s'appelle la diplomatie. La diplomatie. Tiens, je crois qu'on devrait faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? J'aime bien que vous utilisiez le conditionnel. Le conditionnel, voilà. C'est Ahmed, merci pour votre participation à mon émission. Merci beaucoup, c'est moi. On a parlé un peu de politique, malheureusement. J'ai dit malheureusement parce que mon émission, elle est apolitique. Voilà. C'est pour ça que je vous... Mais bon, vous restez... Je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci, c'est Ahmed. Donc, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Et je sais bien que vous êtes en pleine campagne électorale. C'est vrai. Comment ça se passe? Ça se passe bien, l'accueil est bon. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle beaucoup de rumeurs, etc. avec les réseaux sociaux. Genre on lit où on raconte beaucoup de n'importe quoi. Donc ça prend parfois du temps d'expliquer aux gens qu'ils ne doivent pas croire tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Il faut se faire sa propre opinion, c'est très important. Mais je voulais profiter de l'occasion pour souhaiter avec un petit peu d'avance Mabrouk l'Aïd. Justement, j'allais vous le dire. À tous les auditeurs, à vous-même d'ailleurs, à votre famille. Merci beaucoup. Et que tout aille bien. Je vous souhaite vraiment le meilleur, la santé, l'amour de vos proches, la santé de vos proches. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Merci beaucoup. Eid Mubarak Saïd à vous et à vos proches aussi. Inch'Allah, tout le succès qu'on vous souhaite. C'était Ahmed Laouij avec nous. هذا محمد العباني كان معكم في برنامج مومنت شو. إلى حلقة أخرى إن شاء الله مع ضيف كريم إن شاء الله. عيد مبارك سعيد في أمان الله.